Bonjour et bienvenue sur le plateau télé de Rhône-Aval. Toute la semaine, enfin jusqu'à demain, nous recevons les personnalités du monde maritime et naval, qu'elles soient industrielles, institutionnelles ou militaires. Pour reprendre nos rencontres cet après-midi, j'ai l'honneur d'accueillir Monsieur Didier Lallement, secrétaire général de la mer auprès du Premier ministre français. Monsieur Lallement, bonjour et bienvenue. En tant que secrétaire général de la mer, vous portez un regard transversal sur l'ensemble des activités maritimes. Et la première question qui préoccupe la plupart des gens qui sont présents ici, c'est quel est le rôle de la mer et du domaine maritime dans la question de la souveraineté française? La question est essentielle puisque en matière de souveraineté, nous avons le deuxième domaine maritime mondial. Il faut bien se rendre compte de ce qu'est la réalité de notre domaine maritime. Et donc, nous avons la nécessité de le protéger en toute chose et en toute matière. Et les menaces sont très nombreuses parce que la mer est quand même le lieu par excellence d'échange. 95% du commerce mondial passe par la voie maritime. Donc, qui contrôle ou qui abîme la voie maritime est un agent d'influence assez essentiel. Il suffit de regarder d'ailleurs ce qui se passe en mer Rouge avec les Houthis. Les Houthis ont quand même réussi à limiter le trafic par le canal de Suez et donc allonger les distances de desserte à l'Europe, du moins quand on vient d'Asie, et donc à changer de façon substantielle un certain nombre de données économiques. Donc la souveraineté est en matière maritime absolument partout et en toute chose. Alors, qui agit dans ce domaine-là? Et puis vous n'avez pas parlé aussi de nos territoires d'outre-mer avec lesquels les liens sont essentiels. Je suppose que c'est aussi un élément constitutif de cette protection nécessaire de la souveraineté maritime. Quand j'évoquais le deuxième domaine maritime, j'évoquais un peu par construction nos territoires d'outre-mer, puisque ce n'est pas grâce à notre présence métropolitaine que nous avons cette amplitude de domaines maritimes, mais par effectivement nos outre-mer. Alors, pour revenir aux menaces peut-être, puisque c'est le sens de vos questions, elles sont extrêmement nombreuses et elles prennent toute forme. Quand par exemple il y a de la pêche illégale, on se dit, la pêche illégale, ça n'est pas très grave quand elle se fait au large d'un certain nombre de nos territoires d'outre-mer, par exemple la Guyane. Certes, mais lorsque vous avez des flottilles de plusieurs dizaines de navires qui, en limite d'eau territoriale ou en limite du domaine maritime, se mettent à assécher une ressource halieutique, à déséquilibrer l'économie locale qui repose sur la pêche, on n'est plus simplement dans des sujets de protection de l'environnement, on n'est plus simplement dans des sujets de protection économique, on est dans des sujets de stratégie d'influence. Et donc, si j'ose dire, en matière de menaces par rapport à l'ampleur de notre domaine maritime, tout est dans tout. Un navire qui croche au-dessus d'un câble, c'est peut-être pas de chance, mais très souvent, ça a d'autres motivations que simplement le petit accident maritime ou la maladresse du capitaine. Donc c'est un peu tout cela que nous regardons. C'est-à-dire que je ne veux pas non plus tomber dans une stricte paranoïa. Mais en matière de police de la mer, il faut toujours penser qu'il peut y avoir des acteurs derrière des actes qui nous paraissent anodins. On parlera sans doute du trafic de drogue, qui est un sujet qui nous préoccupe absolument. Mais il faut bien comprendre que le trafic de drogue, il est une catastrophe pour les gens qui se droguent. Mais ça n'est pas simplement leur problème. La cocaïne aujourd'hui, quel est son plus grand danger? C'est tout simplement qu'elle introduit la corruption dans les pays concernés. Et le risque est que la corruption s'introduise par le biais des narcotrafiquants en France. Ils en ont fait la démonstration dans leur pays d'origine, ils ont cette capacité de déstructurer des États. Donc voilà, les menaces sont multiformes. Il ne faut pas simplement s'attacher à la menace de première apparence. Je l'évoquais tout à l'heure pour reprendre mon exemple, la ressource halieutique ou la drogue. Derrière ça, il y a des enjeux de cohésion sociale et de défense nationale. Alors, puisqu'on parle des menaces, et peut-être avant de passer à autre chose, on peut parler aussi des problèmes de migration par voie maritime. Je ne dirais pas que les migrations sont une menace. Les migrations, c'est d'abord un drame pour les gens qui s'embarquent
sur des navires dangereux, le tout par des trafiquants qui sont des meurtriers, qui assassinent les gens qui les payent parce qu'ils se fichent complètement du fait qu'ils arrivent du moment qu'ils ont payé au départ. Donc la misère humaine est effroyable, il y a énormément de noyés et nous essayons de sauver le maximum de gens. Mais là aussi, le sujet des migrations peut se discuter à l'infini, mais il faut voir ce que représente le trafic humain. Derrière ça, on est tout simplement dans des vieilles pratiques de l'humanité, le trafic d'êtres humains. Et il faut que les gens se rendent compte, du moins ceux qui s'embarquent de façon désespérée, des risques qu'ils prennent. Moi, je suis frappé par ce qui se passe dans la Manche. C'est pas parce qu'on voit les côtes anglaises à Calais qu'on en est si proche que ça. Les marins le savent. C'est un axe extrêmement dangereux, ne serait-ce que par le volume du trafic emprunté. Et c'est pas une mer facile. Et donc, tous ces gens ne se rendent absolument pas compte. Donc, c'est pas une menace, c'est une grande misère, ce qui se passe, et c'est une tragédie. Mais je voudrais simplement faire une incise, si vous me permettez, sur le sujet des migrations. Moi, je regrette que trop souvent dans notre pays, tant dans la presse que quelquefois dans d'autres domaines, quand des gens se noient, on met en cause d'abord les sauveteurs et pas forcément ceux qui sont à l'origine des trafics humains, c'est-à-dire de ces fameux trafiquants. Hein, je suis plutôt choqué quand on met en cause les secours en disant « vous n'avez pas été assez vite, vous avez eu une défaillance ». Je peux dire et l'affirmer solennellement, nous faisons tout ce qu'il est possible. Les marins, les militaires et les civils qui agissent en la matière se dévouent de façon exceptionnelle. Quand je vois qu'ils sont quelquefois mis en examen dans des procédures judiciaires, bien évidemment, je respecte la séparation des pouvoirs, mais ça me peine énormément. Eh bien, puisque vous avez commencé à parler de l'action de l'État en mer, qui est sous votre responsabilité, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment elle est organisée? C'est un petit peu particulier en France. Et est-ce qu'il y a des évolutions en cours dont il serait bon qu'on soit informé? Écoutez, l'action de l'État en mer est, je crois, un peu connue. C'est-à-dire, je gère, pour le compte du Premier ministre auquel elle est directement rattachée, ce qu'on appelle la fonction garde-côte. C'est-à-dire que nous n'avons pas un corps de garde-côte en France, comme par exemple les États-Unis, hein, c'est-à-dire des bâtiments et des personnels propres aux garde-côtes. Nous avons une fonction qui est alimentée, qui est servie par les administrations, entendues au sens large, qui ont des bâtiments et qui viennent exercer des missions d'action d'État en mer, c'est-à-dire en l'occurrence la marine, enfin principalement la marine, les douanes et les affaires maritimes. Mais tout ce qui flotte dans notre réglementation et tout ce qui flotte et qui appartient à l'État est placé immédiatement sous le commandement de l'action de l'État en mer et sous la responsabilité du Premier ministre. C'est-à-dire quand la police nationale met à l'eau un moyen nautique, il est sous commandement de l'action de l'État en mer et avec cette caractéristique un peu particulière en métropole d'avoir des préfets maritimes. Alors le préfet maritime est très original. Alors ça s'appelle préfet parce que tout ça a été créé sous le consulat, hein, pas sous l'Empire d'ailleurs, hein, comme d'ailleurs les préfets terrestres. Mais sous Bonaparte perçait déjà Napoléon. Pour reprendre Victor Hugo, les préfets maritimes, c'est cette originalité d'un chef militaire qui en même temps est une autorité de police administrative. Et ça, c'est totalement unique. Ça n'existe dans aucun autre de nos systèmes français et assez peu à l'étranger. C'est pour ça que nos amis des autres gardes-côtes sont très intéressés par le modèle français, parce que nous avons réussi à faire cette intégration civilo-militaire. Et le SGMR est un peu à l'image de ce que sont les préfets maritimes. C'est un organisme dépendant du Premier ministre, mais proprement civilo-militaire. D'ailleurs, dans le décret constitutif du SGMR, il est prévu que l'adjoint du SGMR, c'est-à-dire mon adjoint, soit un officier général de la marine. Et les 2/3 des personnels du SGMR sont des personnels militaires de la marine ou du commissariat des armées, plus quelques gendarmes. Donc véritablement, c'est un organisme de ce côté-là très particulier
Et nous faisons du suivi opérationnel de l'ensemble des actions qui sont menées, qui sont au niveau du terrain, si j'ose dire, parlant de la mer, suivies par les prémars, ou en outre-mer par les délégués de l'action de l'État en mer. Nous faisons ce suivi des opérations en relation avec nos partenaires. Donc bien évidemment, dans ce contexte-là, nous travaillons d'abord avec la Marine nationale, tout simplement parce que c'est elle qui a le plus de moyens et qui est le plus en capacité d'intervenir. Mais nous intervenons sur tout le spectre de l'action de l'État en mer. J'en ai cité deux tout à l'heure, deux éléments de ce spectre, c'est-à-dire l'immigration et le trafic de drogue, mais il y a la protection de l'environnement, les luttes contre la pollution, parce que le phénomène véritablement à l'initiative, non pas de la création du SGMR, mais de son renforcement, ça a été les grandes pollutions des années 70-80. On créé véritablement une demande d'intervention rapide de l'État. C'est de là que date le système des abeilles, que vous connaissez sous ce nom, c'est-à-dire ces systèmes de remorqueurs de haute mer en capacité d'intervenir sur tous les éléments de notre domaine maritime au moins métropolitain, pour justement éviter des accidents, être présent, car en mer, il faut être présent. Quand on est absent, on n'existe pas dans ce système-là. Donc nous sommes vraiment en cohésion, si j'utilise ce terme, avec la Marine nationale, les douanes, les affaires maritimes et tous ceux, encore une fois, qui concourent à l'action de l'État en mer avec leurs moyens nautiques. Voilà, la fonction garde-côte, donc, qui est un des outils de protection de la souveraineté maritime française. Un autre outil qui est en gestation, en quelque sorte, depuis un certain temps, depuis plusieurs années, il me semble, et qui est en train d'arriver de plus en plus dans l'actualité, c'est la constitution d'une flotte stratégique française. Est-ce que vous pouvez nous dire où en est ce dispositif maintenant ? Alors, c'est un dispositif qui a été relancé à l'initiative du député Chenevard, qui a fait un excellent rapport sur le sujet. La notion de flotte stratégique existe dans le droit français depuis 2016, mais malheureusement, elle n'a pas pu aboutir. Donc, le député Chenevard a proposé un certain nombre de pistes pour réanimer cette notion de fonction stratégique, ne serait-ce qu'au regard du contexte. L'idée, elle est très simple, une flotte stratégique, c'est-à-dire d'avoir en permanence une vision la plus exhaustive possible des moyens maritimes français, c'est-à-dire sous pavillon français, des différents armateurs, et de pouvoir savoir où piocher en tant que de besoin pour répondre à des crises. Ça peut être des navires de transport, ça peut être des navires aidant à la dépollution, toute forme de bâtiments en fonction des crises, mais également des navires transportant des fluides de toute nature. Donc c'est ce travail-là qu'il faut monter, mais ce n'est pas simplement un travail de recensement, c'est également un travail de rapprochement entre la marine marchande et la marine nationale. Parce que pour faire fonctionner une flotte stratégique qui sera forcément, puisqu'elle dépend du Code de la défense, en relation, en symbiose avec les armées, sur des notions opérationnelles, c'est-à-dire sous commandement SEMA, il faut que la marine marchande revienne à ce qu'était une pratique que des anciens comme moi ont connue, c'est-à-dire la synergie créée par les réserves. C'est-à-dire les réserves permettaient à un officier de la marine marchande d'avoir une connaissance de la marine nationale. On a perdu ce fil depuis la suppression du service national. Moi, je fais partie des derniers dinosaures qui ont connu ça. Mais comme tous les vieux dinosaures, je vais bientôt disparaître. Et donc, il faut recréer ce lien. C'est ce que permet d'ailleurs la relance des réserves et ce que nous allons essayer de faire au travers du rapport Chenevard. C'est ce que va faire plus exactement la marine en créant des passerelles pour qu'effectivement la flotte stratégique trouve dans sa composition humaine une synergie avec la marine nationale. Et donc c'est à la fois les bâtiments, mais c'est également les hommes pour être en capacité d'intervenir en fonction des crises. Et c'est absolument nécessaire. Donc j'ai pu relancer le dispositif. Je vais réunir prochainement à nouveau une instance qui ne s'était pas réunie pendant des années, qui s'appelle la conférence maritime, pour travailler spécifiquement là-dessus. Nous avançons progressivement. Nous ferons la deuxième réunion d'ailleurs la semaine prochaine. Et j'essaierai d'avoir un certain nombre de résultats. Et en particulier, je souhaite qu'on puisse assez vite donner quelques exemples concrets de ce qu'est la flotte stratégique, parce que
On en parle depuis trop longtemps sans qu'on en trouve une réalité. Mais vraiment, j'insiste sur le fait que ce n'est pas simplement un problème de bateau, de navire, c'est également un problème d'hommes, de faire fonctionner l'ensemble de la synergie. Et vraiment là, nous avons une bonne configuration au travers du doublement des réserves qui est prévu dans la loi de programmation militaire. Est-ce que le député Chenvar s'est inspiré de pratiques qui se font déjà à l'étranger, ou est-ce que la France est en train de construire un modèle original ? Nous avons une petite particularité, c'est-à-dire qu'il faut quand même être assez réaliste, mesurer ce qu'est la réalité de nos forces. Nous avons assez peu de bâtiments sous pavillon français en réalité, quelques centaines. Et donc ça limite forcément un petit peu nos ambitions. Mais nous avons quelques pépites en matière maritime. Je pense notamment par exemple au navire câblier, qui est une spécificité très française. Donc c'est assez difficile de se comparer avec d'autres pays, peut-être quelques pays européens, mais ils n'ont pas engagé ce type de démarche. Voilà. Alors après, il faut bien sûr, si nous voulons qu'il y ait une flotte stratégique, il faut que pour les armateurs, le pavillon français soit attractif. Et là, on tombe sur des débats un peu politiques en ce moment, qui s'appellent taxe au tonnage ou autres sujets de cette nature. Mais il est clair qu'il faut de l'attractivité pour notre pavillon, il faut continuer à l'avoir si nous voulons avoir demain une flotte stratégique. Mais il faut que nous retrouvions en fait ces bons réflexes qu'avaient nos anciens, qui existaient au moment de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire la capacité de mobiliser des moyens civils lorsqu'il y a une crise, et en faisant en sorte que les gens se connaissent un peu, parlent à peu près le même langage et comprennent les objectifs. Alors c'est à reconstruire, c'est-à-dire finalement ce que nous faisons sur la flotte stratégique se fait dans d'autres domaines de notre défense nationale. Il faut que nous reconstruisions un continuum civilo-militaire pour véritablement, lorsque la nation en aura besoin, mobiliser toutes nos ressources et être performants. Ce n'est pas une petite chose, parce qu'encore une fois, on a perdu le fil progressivement. D'ailleurs, il suffit de regarder ce que sont aujourd'hui les jeunes. L'armée, ça ne leur parle pas. Voilà, tous ces réflexes ont été perdus. Et pourtant, Dieu sait si la crise nous menace. Vous voyez, si pour un ancien comme moi, je me retourne vers ce qu'a été ma carrière administrative, je me dis que jamais nous n'avions été aussi menacés que nous le sommes aujourd'hui. Jamais les hypothèses de dégradation, je n'utilise pas le mot de guerre, mais de difficultés de haute intensité, pour reprendre cette expression du général Burkhardt, n'ont été aussi proches que de nous. Et moi, je suis désolé de constater qu'une partie de notre jeunesse ne le comprend pas et qu'elle n'a pas compris que malheureusement son avenir ne sera pas comme son passé. Son avenir va être difficile et je ne veux pas devenir churchillien, mais il serait temps qu'un certain nombre de nos concitoyens regardent en face ce que sont les problèmes. Et les problèmes, ils sont peut-être, et à juste raison, ceux du coût de la vie, ils sont sans doute ceux de la protection sociale, mais ils sont essentiellement aussi ceux de notre capacité de défense. Donc tout plaide en faveur d'une flotte stratégique que vous espérez, comme vous avez dit, voir très bientôt. Mais est-ce qu'on peut dire quand même plus précisément à quelle échéance on pourrait avoir un dispositif fonctionnel ? Je pense que tout ça, en milieu d'année prochaine, on y verra beaucoup plus clair. Là, déjà, on commence à avoir des idées assez précises. C'est pas parce qu'on a une idée claire de la méthode qu'on a abouti au résultat. Parce que comme je vous l'expliquais à l'instant, il faut rapprocher des cultures, et notamment l'école de la marine marchande, qui a changé de nom d'ailleurs, va s'investir dans ces logiques de réserve militaire. Mais vous voyez que c'est sur des temps de formation des personnels. Flotte stratégique, je pourrais vous dire, bon voilà, on a 450 bateaux sous pavillon français, HIPOP c'est réglé, on sait lesquels ce sont, et il suffit de piocher pour, si on a besoin d'envoyer au large du Moyen-Orient avec un PHA, un navire qui peut embarquer 3000 personnes, tout ça ne pose aucun problème. En réalité, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Parce qu'il faut des marins. Et il faut une certaine synergie, une certaine cohérence. Donc oui, quand vous dites résultat, ça dépend ce que vous voulez dire. Si vous voulez que je vous fasse un beau papier disant la flotte stratégique existe, voilà ce qu'elle est, je peux vous le faire demain matin.
Si vous voulez avoir la garantie qu'elle navigue, il faudra un petit peu plus de temps. Donc vous parliez de milieu d'année prochaine. Le secrétaire général de la mer que vous êtes ne sera plus parmi nous. Ça a été annoncé au journal officiel il y a quelques jours. Vous allez quitter vos fonctions au 1er janvier 2025. Si je ne me trompe pas, est-ce que vous nous le confirmez? Je ne serai plus parmi vous, j'espère quand même être parmi vous l'année prochaine. J'ai dit le secrétaire général de la mer. Oui, mais quelquefois je pense que c'est moi, donc je n'exclus pas. Oui, effectivement, vous faites référence au fait que j'ai demandé ma retraite de la Cour des comptes et que je l'aurai au 1er janvier de l'année 2025. Et du coup, effectivement, je quitterai mes fonctions de SGMR. Mais je ne doute pas qu'il y aura un autre SGMR qui continuera le travail et que les choses se continueront ainsi. J'aurais pu rester un peu plus, mais je ne le souhaite pas. Je vais aller faire d'autres choses et donc je quitterai mes fonctions désormais dans moins de 2 mois. Merci, monsieur Didier Lallemand. Pour ceux qui s'intéressent au monde maritime et qui se retrouveront aux Assises de l'économie de la mer à Bordeaux dans une quinzaine de jours, eh bien, vous y serez également pour parler encore de flotte stratégique. En attendant, nous allons laisser le plateau. Je vous remercie et bon salon à tous. Merci, au revoir.